Bien. Alors, on va démarrer avec la table ronde technologique. Nous nous sommes, pour la préparer pour cette table, on a abordé une série de questions. Je vais vous poser comment devons envisager nous les 25 prochaines années, quelles méga tendances devons-nous prendre en considération d'un point de vue technologique, austérité ou efficacité, décroissance ou durabilité. Voilà, ça c'est quatre mots qui, en termes économiques, veulent dire des choses très, très différentes, qui ont un impact, bien évidemment, aussi très, très différent sur nos choix. L'innovation technologique comme solution à tous nos problèmes ou bien comme facteur de réalisation. Quels sont les risques derrière ces innovations technologiques? Comment évolueront les technologies énergétiques et la consommation? Donc voilà quelques questions qu'on s'est posées. Pour cette table ronde, nous sommes rejoints par Pierre-Noël Luigi de la promo MBA 1999, donc vraiment quelqu'un qui est très proche des organisateurs de cet après-midi, et fondateur de Oscar Power, et il nous parlera un peu plus du photovoltaïque, etc., mais aussi en général des solutions technologiques, et par Pierluigi Zagariga Visconti, promotion de MBA de 2004, et fondateur de Back to Grid Energy Storage Solutions. Bienvenue. Bon, les autres, vous connaissez, donc on va vous présenter. Donc, on démarre cette table technologique tout de suite avec Pierre-Noël. Il va nous donner sa perspective. Pierre-Noël. Bon, bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter. Alors, effectivement, notre très grand et très vénéré et très cher professeur Philippe Moreau-Desfarges nous a parlé de scénarios roses ou de scénarios noirs. Nous, à cette table ronde, je pense qu'on va beaucoup vous préparer à un scénario vert. Donc, en quelques mots, je ne vais pas monopoliser la parole, je pense qu'on va échanger beaucoup. Je viens vous parler ici en tant qu'ancien élève, confrère, collègue, mais surtout en tant qu'entrepreneur. Voilà. La première entreprise que nous avons fondée avec Véronique qui est là était Oscaro.com, de la pièce qui est connue en France pour Internet. Et puis aujourd'hui, on a développé une société qui s'appelle Oscaro Power. Je vous donnerai plus de chiffres tout à l'heure, qui est devenu en 24 mois le numéro 1 français de la solution solaire pour les photovoltaïques, pour les particuliers. Alors pourquoi est-ce que c'est un scénario vert et pourquoi est-ce que la technologie a quand même au milieu des diplomates, au milieu des hommes de finance, de conseil et de guerre, la technologie et l'entrepreneuriat n'ont pas dit leur dernier mot dans cette transition écologique et je crois qu'elles n'ont même pas dit leur premier mot. Donc en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? On m'a souvent posé la question. Lorsqu'on discute avec des politiciens ou même avec Emmanuel Macron, il nous dit à vous les entrepreneurs, vous êtes riches parce que vous le méritez bien, vous prenez des risques. Alors moi, quand je monte à côté de Sébastien Loeb, un champion de rallye, parce que je faisais un peu de l'automobile avant, et qui m'emmène faire un tour dans la montagne, je ne prends pas de risque. Il n'y a que ma maman qui croit que je prends un risque parce que je vais très vite en voiture. Et quand je monte à côté d'elle, ma maman a 86 ans, pour aller faire les courses, là, je crois que je prends un risque. Donc on n'a pas du tout la même notion du risque. Et finalement, l'entrepreneur, c'est pas du tout quelqu'un qui prend un risque, et ça rejoint notre débat d'aujourd'hui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui incorpore la technologie dans le système de production. Alors évidemment, Philippe Moreau-Desfarges, tout à l'heure, nous a dit que la Russie a raté tous les virages technologiques. C'est assez facile pour moi de vous expliquer, enfin tout le monde comprend qu'il y a peu d'entrepreneurs en Russie. On a un gars qui était dans notre promo en 99 qui s'appelle Ilya Kochevrin, qui est maintenant vice-président de Gazprom. Il est à Saint-Pétersbourg, on n'est plus en contact évidemment. Mais il me disait qu'on se fréquentait encore il n'y a pas très longtemps, qu'en Russie, il y a des dizaines de villes où il y a 1,5 million d'habitants, plus grand que Marseille. Il n'y a personne qui se lève le matin pour faire une usine de poulet. Donc, les questions que vous pourrez me poser, le débat qu'on va avoir aujourd'hui, je pense, c'est que les nouvelles technologies, les ENR, ne sont pas bien introduits dans le système de production à l'heure actuelle. Personne n'y croit. Il y a un grand paradoxe,
c'est que l'énergie solaire, dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, ou très peu, tout le monde on dit du mal, hein. C'est intermittent, ça pollue, etc. Tout ça est parfaitement faux et je vais le démontrer, je peux en débattre. Pourquoi est-ce qu'il faut des entrepreneurs pour faire que les technologies changent le monde? C'est parce que les autres n'y croient pas en général. Je vais donner quelques exemples. Il y en a un qui est américain, de résistance à... Parce qu'on dit que les Français résistent à l'innovation et aux technologies comme les Russes. C'est tout à fait universel. Un exemple récent et très connu, c'est Kodak. Kodak a inventé le capteur numérique dans ses bureaux, mais personne au conseil d'administration n'y croyait. C'est là où je rejoins les diplomaties, parce que les grands dirigeants de ce monde sont le conseil d'administration et moi je suis l'utilisateur final. Personne n'y croyait, donc on a mis cette invention aux oubliettes et puis Kodak a fait faillite ayant inventé le capteur. Donc je vais vite passer la parole aux autres, mais cette société Oscar Power, elle a 24 mois. Elle vend des panneaux photovoltaïques en kit complet pour les particuliers en France, avec un onduleur, les câbles qui sont déjà assertis. C'est un espèce de Ikea du solaire. Tout est prêt pour la maison, tout est configuré pour la maison. En 24 mois, j'en ai vendu 30 000 et on a commencé la première année au niveau laboratoire en 2020, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2021, 6 millions. Cette année 2022, on a clôturé à 30 millions d'euros en France seulement et on fera 60 millions en 2023. C'est la plus grande croissance de toutes les entreprises européennes actuellement. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Il y a 20 millions de maisons individuelles en France, pour 35 millions de logements. Si j'exclus 95% des gens qui ne veulent pas de photovoltaïque, j'en garde 5%, qui sont des gens très verts, hein, qui sont vraiment des gens convaincus, qui pensent à leurs arrière-petits-enfants, aux Africains et à tous les autres dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça me laisse 1 million de maisons, 5% de 20 millions. Comme mon kit, je le vends 5 000 euros, c'est un marché à 5 milliards. Donc c'est pour ça que les entrepreneurs doivent s'emparer de la transition écologique, parce que moi j'ai 30 ou 40% de marge et je fais un kit qui est 3 fois moins cher que n'importe qui. Ce faisant, je fais économiser à tout le monde 50% sur la facture électrique. Pourquoi? Parce que le chauffe-eau, le chauffe-eau électrique, on va l'allumer en journée et non pas la nuit, et devient solaire. C'est 30% de la consommation d'un ménage. Je pourrais parler tout à l'heure de tout le reste. Donc, je ne force pas les clients à m'acheter des panneaux solaires. Il n'y a pas de subvention chez moi. Je ne demande pas d'aide publique, non, surtout pas. Je mets juste ça sur Internet avec un call center, un très bon site Internet. Et les clients qui ne sont pas stupides font des économies colossales. Donc, je pourrais parler du panneau solaire un peu plus tard. Voilà un témoignage de transition en action et en marche. Très bien. Très bien, merci Pierre-Noël. Alors moi, dommage, on n'a pas un stand à l'arrière pour vendre tes kits, mais tu peux compter sur moi comme client. Il faut seulement dire à M. Macron, qu'apparemment tu connais très bien, qu'il faut changer la loi pour l'installation des panneaux solaires aux côtés des monuments historiques. Parce que dans les 300 mètres, ils ne me laissent pas. Moi, j'ai une maison individuelle aussi. Je ne peux pas monter les panneaux solaires parce que c'est à moins de 300 mètres d'un monument historique. Bon, je ne vous dis pas que je veux mettre le panneau solaire sur le monument historique parce qu'il n'est pas moi. Mais bon, passons. Voilà, la politique, de temps en temps, c'est vrai, les entrepreneurs, c'est nécessaire, mais il faut que les politiques qui font les lois comprennent aussi les besoins des citoyens, comme moi, par exemple. Mais bon, ça, c'est un autre Je rappelle argument. que jusqu'en 2017, il était interdit d'autoconsommer sa production électrique en Tout France. à fait. C'est Donc, pour on a un ça. espoir. On a un espoir. Bon, bah, je t'achèterai un kit. Alors, on va passer à Pierluigi maintenant. Oui, très bien. Donc, bonjour. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cet événement et de m'avoir invité. Et comme tu dis, je rebondis un peu sur la réglementation. En effet, la réglementation, c'est un frein qu'il va falloir lever pour permettre justement aux technologies de pénétrer les nouvelles technologies, notamment le stockage et les énergies renouvelables à pouvoir s'intégrer. Alors, je reviens, moi, je ne fais pas 60 millions d'euros, mais j'ai créé ma société il y a 3 ans. Donc, Back to Grid. Pourquoi Back to Grid? Parce que c'est un peu le retour au réseau. Alors, moi, je suis d'extraction réseau électrique, production d'énergie. Et à l'époque, quand j'ai fait mes études, on m'a expliqué, voilà, production centralisée, éco-centrale,
grosses infrastructures, alors qu'aujourd'hui, on est dans l'époque des smart grid. Donc, j'ai parcouru toute les zones de la chaîne entre les grosses centrales conventionnelles nucléaires, le renouvelable et aujourd'hui le smart grid. Et donc, j'ai le back to grid, c'est un peu le retour aux sources. Voilà, le réseau et la complexité. Parce que c'est quand même, on rentre un peu dans un milieu où il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de complexité. Donc, back to grid, rapidement, je propose du conseil aux sociétés de développeurs pour approcher ce nouveau marché, qui est le marché de l'énergie, marché de la réserve et des systèmes de stockage. Et c'est un marché qui est nouveau pour eux. Eux, ils connaissent le tarif réglementé, ils ne connaissent pas les marchés de la réserve. Et c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de gens qui travaillent au niveau de la DGEC, au niveau de RTE, au niveau de la CRE. Et il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup d'écrits. Il faut que quelqu'un se penche et comprenne qu'est-ce qu'il écrit et qu'il explique. Et donc, mon rôle, c'est ce que je propose aujourd'hui aux industriels et aux développeurs d'énergie. Stockage. Alors, je m'arrête là ou je continue? Alors, je vais parler de stockage. Alors souvent, stockage, on me pose la question, mais stockage de quoi? Et alors, il faut savoir que l'homme a toujours voulu stocker. A toujours voulu stocker. Et à stocker Alors, je vais me limiter aux commodities. Donc, stockage de gaz, stockage d'eau, stockage d'aliments. Et ce qu'on n'a jamais su stocker, et c'est ce qu'on m'avait expliqué au début, c'était qu'on ne peut pas stocker l'électron. L'électron n'est pas stockable, c'est-à-dire l'énergie électrique. Ce qu'on consomme, ce qui est consommé en ce moment dans ces ampoules, elle est exactement produite au même instant, temps réel. Pas vraiment à la milliseconde, mais ça se passe à la vitesse de la lumière. Et donc, en réalité, j'ai compris que je dois expliquer de quoi je m'occupe. Donc, je m'occupe de stockage d'énergie stationnaire, qui n'est pas donc le stockage qui bouge, qui est celui de l'automobile, qui est un peu celui qui a donné l'élan à toute cette nouvelle technologie, notamment les batteries lithium. Et qu'est-ce qui est le stockage stationnaire? Le stockage stationnaire, c'est du stockage qui est mis au service des réseaux et qui sert à apporter des solutions à des défis qui aujourd'hui sont présents. Et le premier défi, c'est celui dont on parle, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Et ce défi, pourquoi est là? Parce que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et on vient au sujet de nos conversations, c'est le fait qu'on doit développer du renouvelable. Et quel est le problème de ce renouvelable? C'est que le renouvelable est intermittent. Donc, en fait, il produit de l'énergie quand on n'en a pas besoin. Et donc, la solution du stockage, c'est qu'il peut emmagasiner de l'énergie et la livrer quand on en a besoin. Donc, ça permet de faire du lissage de la production et aussi du lissage de la consommation. Un autre défi, c'est que la pénétration du renouvelable, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte, plutôt, qu'est-ce qu'il enlève? Il enlève de l'inertie au réseau. C'est-à-dire que le réseau devient moins stable. Pourquoi? Parce qu'on va remplacer des centrales conventionnelles, comme des centrales, on va dire, charbon, qui ont des masses tournantes et qui ont de l'inertie. Et cette inertie, elle est là, elle sert dès qu'on a un déséquilibre entre production et consommation, donc une variation de fréquence, ben, cette énergie cinétique des masses tournantes, elle est transférée dans le réseau à travers de l'énergie potentielle qui est disponible, et donc permettent de freiner cette variation de fréquence. Or, si on enlève de l'énergie cinétique, eh ben, le réseau devient instable et les productions renouvelables et à base de convertisseurs, donc il n'y a pas d'énergie cinétique, donc ça apporte de l'instabilité. Et les systèmes de stockage, définis aussi comme de l'énergie synthétique, permet de résoudre ce problème. Donc, il y a cet avantage des systèmes de stockage. On en a parlé tout à l'heure. Au niveau de stockage, il y en a plusieurs types. Donc, il y a les batteries lithium dont on parle maintenant souvent grâce à l'automobile. On a également le stockage gravitaire. Le stockage gravitaire, c'est quoi? En fait, c'est des blocs de béton qu'on soulève et qu'on descend quand on a besoin d'électricité. En fait, ça permet Alors, c'est intéressant parce que c'est des tours, on déconstruit des tours, c'est un peu comme des Lego.
Ensuite, on a le gravitationnel. Ça, c'est historiquement, c'est des steppes, des stations de pompage. Donc, on absorbe, on pompe de l'eau dans les bassins, dans les montagnes, quand on n'a pas plus besoin d'électricité, et on les décharge et quand on a besoin d'électricité. Et puis, il y a de thermique. Et là aussi, on stocke de l'énergie sous forme thermique et on la relâche sous forme de vapeur pour turbiner les turbines à vapeur. Donc voilà, pour vous donner un peu un aperçu sur ce qui est le stockage aujourd'hui et quel est son avantage pour la pénétration des énergies renouvelables. Et l'hydrogène, oui, l'hydrogène, oui. Ouais, On va en parler. on y arrive, on y arrive. Oui, oui, On y un arrive. dernier, on va y arriver. Voilà. Parfait, merci. Merci, Pierre-Lich. Maintenant, j'ai compris d'où vient la définition d'électron libre. Maintenant, j'ai compris d'où ça vient. Bon, on a vu deux gros changements de notre système énergétique. Donc, l'autoconsommation, l'autoproduction, autoconsommation. Donc, casser le modèle de linéaire production, distribution, consommation. Et le stockage aussi et les smart grids. Donc, le passage vers des systèmes d'énergie décentralisés avec le stockage comme variable d'ajustement. Florent, on va, à la suite, on va aborder le thème très important de l'hydrogène qu'on a commencé à discuter. L'hydrogène, il peut avoir plusieurs, vous savez, il peut avoir plusieurs formes, l'hydrogène, au-delà de formes physiques, non, comme métal sous forme d'ammonium, ou liquide, ou gazeux, etc. Mais surtout, c'est un élément de stockage d'énergie potentielle. Ça peut être une ressource. Ça n'existe en façon très, 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 très limitée à l'état naturel. Moins de 1% de l'hydrogène est disponible sous forme naturelle. Donc, c'est un produit. Il y a plusieurs technologies. Peut-être, Florent, tu veux aborder le sujet de l'hydrogène pour compléter? Je voulais peut-être résumer les défis techniques qu'il y a pour faire la transition énergétique, lesquels sont. Il y a le stockage sur lequel j'ai pas de contrainte de mobilité, qui est typiquement le stockage statique dont on a parlé. Il y a le stockage pour la mobilité, qui est donc typiquement le remplacement d'un réservoir d'essence, et on verra quel est le paradoxe qu'il a arrivé. Il y a les défis de production, donc améliorer les moyens de production d'énergie, être plus efficace sur les panneaux solaires pour les rendre moins chers, sur les éoliennes, etc. Le défi du transport, de réduire les pertes de transport. Et il y a les défis de réduction de consommation, qui sont aussi des enjeux technologiques, d'efficacité dans tout ce qu'on produit, dans tout ce qu'on utilise. Et dernier, le carbone capture, qui est aussi, parce que je pense quand même que dans l'équation, on aura toujours des émissions de carbone, comment on peut réutiliser une partie du carbone et le neutraliser. Donc il y a quand même dans les défis techniques, il y en a plein. Et je pense que alors l'hydrogène, pourquoi c'est intéressant? Parce que ça permet de résoudre, enfin en tout cas, ça permet de faire penser à un problème qu'on ne sait pas résoudre. D'abord, l'hydrogène est très utilisé dans l'industrie, première chose. Il est utilisé de façon assez sale, en craquant du méthane, c'est-à-dire en prenant du méthane, en faisant du CO2 et en récupérant de l'H2 et en relâchant le CO2. Donc ça, c'est la grosse majeure partie de la consommation de l'hydrogène aujourd'hui industrielle qui sert dans les raffineries, dans les usines pétrochimiques, dans plein de choses, dans plein d'éléments de la chaîne chimique qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Il y a à un moment donné une production d'hydrogène qui est faite à partir de production de CO2, de craquage de méthane. Donc là, l'enjeu numéro un, c'est de convertir ça en ce qu'on appelle de l'hydrogène bleu ou de l'hydrogène vert. L'hydrogène bleu, c'est-à-dire que je continue à craquer de l'hydrogène, du méthane, mais je récupère le carbone, d'où les nécessités de progrès de carbone capture et j'évite de les mettre dans l'atmosphère. Ou l'hydrogène vert, qui est j'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène et du coup obtenir une réaction. Le problème de l'hydrogène vert aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas dans la plaque de coût, pas parce qu'on n'y arrivera pas, mais parce qu'aujourd'hui, on n'a pas scalé ces moyens de production à la même productivité que ce qu'on a sur tout ce qui est carbone. Et donc, il y a une question de scale-up, et notamment dans l'électrolyseur, d'avoir des électrolyseurs suffisamment gros, suffisamment efficaces pour pouvoir produire cet hydrogène vert. Donc ça, c'est l'hydrogène vert. Et qu'est-ce que ça permet de résoudre? Ça permet de résoudre ce que la batterie ne sait pas résoudre aujourd'hui dans la mobilité. C'est pour ça que dans la mobilité, on en parle beaucoup. La batterie a deux problèmes. Un, elle est longue à charger, mais surtout, elle est très, très lourde. On a d'une manière générale, on embarque
Un réservoir d'essence d'une voiture, ça va faire 70 litres, ça va faire moins de 60 kilos. Et ça fait à peu près la même chose que 400 kilos de batterie. Donc on a un problème qu'on ne sait pas résoudre quand on veut utiliser un avion ou même un gros camion. On a un vrai problème quand il faut une grande quantité d'énergie à transporter. On finit par brûler de l'énergie pour transporter le stockage de l'énergie qu'on a emmené. Et c'est ça et pour ça que l'hydrogène est pensé comme une des recettes. C'est pas dit que ce soit la seule d'ailleurs. Il y a aussi les carburants de synthèse qui sont une option, mais qui sont un peu toujours le même paradoxe. C'est tout ce qui est la chaîne verte, finalement, carburant de synthèse ou hydrogène vert, passe par une production d'énergie pas chère, propre, pour stocker cette énergie sous la forme d'un élément liquide ou gazeux qui, en tout cas, est assez dense énergétiquement et permet. Et donc, une partie de l'effort sur l'hydrogène aujourd'hui et qui a intéressé beaucoup les marchés financiers avec beaucoup d'investissements dans l'hydrogène et d'ailleurs une bulle qui a un peu éclaté ces derniers temps parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était pas 2025 qu'on aurait de l'hydrogène vert pas cher, mais plutôt 2030, 35. Et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, et on reviendra sur le problème du financement, c'est que un investisseur, on lui dit tu vas revoir ton modèle économique en 2035, ça marchera, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup, même les entrepreneurs qui ont l'air insolites. Elon Musk l'a fait, hein, mais Amazon l'a fait, mais des gens qui perdent de l'argent pendant 10 ans sur un produit avant d'en gagner, il n'y a pas tant que ça. Donc l'hydrogène a besoin de ce passage à l'échelle et aujourd'hui n'est pas dans les acteurs qui sont dessus ne sont pas les acteurs qui ont la capacité à investir comme il faut. Et là où probablement les choses vont se décoincer, c'est que des gros acteurs du gaz industriel ou de l'énergie vont commencer à mettre des paquets d'argent dedans. Donc les Engie, Total, Air Liquide et tous ces éléphants-là et les autres vont commencer à mettre beaucoup d'argent dans ces sujets-là. Et là, on a peut-être une chance qu'on commence à atteindre des échelles qu'on veut. Merci. Donc, on a vu les défis de l'hydrogène, les différentes définitions d'hydrogène qui restent encore un peu anecdotiques, hein. Nous, on travaille à se dépasser de cette couleur parce qu'il y a plein de couleurs, hein, sur l'hydrogène. On peut s'amuser là-dessus, hein. Ah oui, oui, exactement. Il y a énormément de couleurs. Mais tu as mentionné, en fait, c'est ce qu'on appelle the first fuel, le premier carburant, que c'est l'efficacité énergétique. En fait, on n'y pense pas comme ça, mais en pensant comme ça, on comprend pourquoi l'efficacité énergétique est très importante et c'est un élément clé de la transition énergétique. Marc. Donc, à moi de faire le plaidoyer pour l'efficacité énergétique, bien qu'on le nomme, comme tu l'as dit, le premier fuel, donc la première option, comme l'Union européenne qui a adopté la Energy Efficiency First comme principe, c'est un peu le petit dernier. Parce que c'est technologique, c'est compliqué, c'est des petites choses qui ensemble vont aboutir à des solutions. Mais justement, c'est la somme des petites choses qui aboutit à des gros rendements. Donc là encore, si on prend justement le secteur bâtiment, donc là encore, pour prendre un peu d'auteur, prenons des chiffres européens. Donc là, consommation justement des bâtiments, c'est à peu près 40% de la consommation finale d'Europe. 40% des émissions à gaz à effet de serre. Et selon les estimations de la Commission européenne, 75% du stock des bâtiments européens ne sont pas rénovés. Donc énergétiquement, très, très mauvais. Donc, du coup, ça se transmet un peu dans voilà, une opportunité business pour l'isolation. Ici à Paris, c'est clair, c'est des bâtiments historiques, donc voilà, c'est pas du tout évident de mettre du styropor et d'autres insulants. Donc là encore, il faudrait trouver des autres solutions, mais ça ne montre que c'est un marché qui attend encore des innovations, mais qui est un très très grand marché. Donc, de lors, l'efficacité énergétique en tant que technologie, enfin technologie en pluriel, c'est encore un secteur à développer qui peut aboutir à pas mal de choses, surtout aussi dans cette puzzle qu'on a évoqué aujourd'hui, avec l'hydrogène, avec les énergies renouvelables, etc. Donc là, la stratégie de l'efficacité énergétique, au minimum, c'est une stratégie d'amortisseur, c'est-à-dire une stratégie qui facilite l'utilisation des autres pièces puzzle et facilite la transition. Mais je vais m'arrêter là pour voilà mon plaidoyer pour l'efficacité énergétique. Merci, Marc. Alors, avant d'ouvrir
aux questions de la salle, je vais poser la question d'un trillion de dollars ou plusieurs trillions de dollars à notre panel. Quelle est la solution technologique pour la transition énergétique, Pierre Noël? En 2 mots, hein, pas 200, 2. Panneaux solaires. Bon, c'est 1 trillion hein, quand même. Hein. En quelques, bon, on va parler un peu de technologie, puis peut-être à la fin, je vais expliquer ce que chacun d'entre vous peut faire pour la transition écologique, parce que le savoir, c'est bien, mais il faut sortir du lycée un peu de temps en temps et passer à la vie active. Donc, je vous proposais un savoir-faire tout à l'heure. Effectivement, beaucoup de chiffres circulent sur les panneaux solaires. Le panneau solaire, en 10 ans, a fait des progrès extraordinaires. Donc, on utilise à peu près 10 fois moins de matériaux rares pour recharger le silicium qu'il y a 10 ans. Le rendement moyen d'un panneau du commerce est passé de 7% à 22%. Donc, aujourd'hui, je vends des panneaux qui font 1,50 m, je les vends 120 € le panneau et ça produit 450 watts. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les articles que l'on lit de 2008 ou 2009 dans la presse ne correspondent pas à la réalité technologique d'aujourd'hui. Un panneau solaire, pour moi, c'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. À aucun moment de l'histoire de l'humanité, on peut poser quelque chose là qui est amorti en 2 ans sur le plan de son impact carbone et sur la planète, etc., qui, en 3 ans, sous nos latitudes, est amorti au niveau de son investissement et qui va produire pendant 40 ans. Un panneau solaire, ça dure 40 ans. C'est comme une fenêtre. Hein. Celle-là, elle est là depuis plus de 40 ans, à mon avis. Donc, c'est du verre, un joint en caoutchouc. C'était ça qui s'abîmait avant, mais le caoutchouc a fait beaucoup de progrès. Du silicium. Le silicium, c'est dont on fait les bouteilles en verre. Hein. Et pas grand-chose d'autre aujourd'hui. Donc, le panneau solaire, c'est une rupture civilisationnelle. Et j'ai pas besoin de vous le vendre. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de personne pour faire mon relais, ni de lobby. J'arrive très bien tout seul. Mais c'est vraiment, il faut comprendre qu'on est là devant quelque chose qui est vraiment très nouveau. On peut le poser quelque part, n'importe où, au fin fond d'une forêt. Ou j'en vends beaucoup. J'ai ma famille norvégienne qui me commande ces panneaux solaires. On les pose de manière verticale parce que le soleil étant très bas l'hiver, on en met, on en met 30% de plus, mais ça fournit les pompes à chaleur de toutes les maisons qu'on veut en Norvège. Ça marche très très bien. Il y a 4 fois plus de panneaux solaires par habitant aux Pays-Bas, qui sont, à mon avis, au nord de la France, qu'en France. Alors, quand on me dit est-ce que ça marche dans le nord de la France, je dis ben, c'est peut-être bon, les Pays-Bas sont au nord. Donc, je suis là pour vous dire qu'on est en face d'une révolution technologique qui n'a nul autre pareil et qui ne nécessite pas de maintenance et qui a un coût très bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'on a passé l'amortissement les 4 premières années, la production d'énergie solaire par les panneaux au bout de 5 ans est égale à ne coûte rien, 0 centime. On n'est pas à 0,1 centime, on est à 0 centime. Donc, il faut regarder ça sous un tout autre aspect. Donc, c'est un des grands ingrédients de la transition énergétique du futur. Il faudra effectivement que nos politiciens, ce sont eux qui nous aident à investir dans des fabriques de panneaux solaires en Europe, par exemple, ce qui est très facile à faire. C'est beaucoup plus facile de construire une énorme usine de panneaux solaires en Europe qui va couvrir tous les pays que c'est beaucoup plus rapide que de construire une centrale nucléaire. Beaucoup plus rapide. Merci. Pierluigi. J'ajouterai les batteries. Et les batteries, parce que en effet, on va bientôt, avec la pénétration du solaire, et c'est déjà arrivé en Espagne et en Italie, et dans d'autres pays du Sud, où le besoin ne correspond pas, n'est pas synchrone avec la production. C'est-à-dire que la courbe de production photovoltaïque, c'est une cloche, et alors que si on regarde la courbe de consommation, en général, la moyenne, ça a une forme de canard. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler nommer cette courbe, donc c'est une courbe à canard, et qui s'amplifie à force en fonction des types de consommation et des habitudes. Et donc, on arrive à des situations où le coût de l'énergie, le coût de l'énergie, en fait, baisse.
que l'énergie photovoltaïque et donc ne permet plus de financer des panneaux photovoltaïques. Donc à ce moment-là, c'est là où ça déclenche. Et là encore, je rejoins le fait qu'il faut que la réglementation soit là pour permettre à ce type de technologie de pouvoir être installé. Parce que le problème du stockage, c'est le stockage d'énergie, c'est qu'il absorbe et il injecte en même temps. Alors que nous, on a conçu un réseau électrique qui est basé principalement sur un pôle, ce sont les centrales de production, et les consommateurs. Mais il n'y avait pas des unités, des assets, des actifs qui faisaient les deux en même temps. Donc, il y a tout à revoir au niveau de la façon dans laquelle on raccorde des systèmes, que ce soit en basse tension, en moyenne tension, mais également alors en France, on parle de HTB, c'est-à-dire c'est de la haute tension. Alors, il a tout un travail, c'est en cours actuellement, de devoir faire vraiment des règles spécifiques au stockage, parce que ce sont des actifs qui absorbent et qui n'ont pas à devoir payer. Je ne veux pas rentrer dans le domaine des problématiques de taxation, mais voilà, le stockage absorbe et relâche, et il paye autant de taxes qu'un consommateur, alors que finalement, il est juste là pour équilibrer de l'énergie. Donc, voilà pour la partie stockage et sur du résidentiel qui aura un jour peut-être un intérêt aussi en France. Ce n'est pas le cas parce qu'on est quand même sur un prix qui ne permet pas d'avoir cette pénétration, mais un jour on va y arriver. Merci, Pierluigi. Florent, dernier avant de permettre à la salle à poser des questions. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les deux premiers, sont des éléments très importants. On en a parlé, hein, stockage et production type solaire sont très importants. Je vais rajouter quand même effectivement la décarbonation, parce que donc la capture ou la réutilisation ou le fait que dans le net zéro, dans la trajectoire net zéro, il y a une partie forte qui est liée à la décarbonation. Et c'est un peu l'orphelin un peu des politiques actuelles, c'est qu'on n'y pense pas assez. Parce qu'il y a encore énormément d'industries sur lesquelles et d'utilisation sur lesquelles on ne pourra pas se passer du carbone. Le transport aérien pendant longtemps, l'industrie lourde à des niveaux de puissance qui ne sont pas forcément satisfaisantes avec du solaire à certains endroits. Donc il y a quand même toute une partie décarbonation qui doit rester dans l'agenda très clair et qui est aujourd'hui pas encore assez présent. Tout à fait. Il y a un problème, par contre, sur ce thème-là, il y a un problème d'innovation technologique à un coût économique pas du tout comparable à c'est ce qu'on a. En fait, on doit faire une courbe d'innovation telle qu'on a eu dans les panneaux solaires, que le prix est chuté de 90% dans 20 ans à peu près. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution aussi puissante dans le domaine de la décarbonation, mais c'est un élément fondamental, surtout sur le direct air capture aussi, pour diminuer les stocks existants et aussi pour capturer le CO2 émis par les productions, parce qu'on va continuer à émettre du CO2 de façon très importante. Donc voilà, on ouvre maintenant la question pour la salle sur les aspects technologiques. Il y a eu une question. Oui. Oui, il est là. Il est là. Ah bah voilà. Vous m'entendez? Non. Non? Frédéric? Allez? C'est bon? Ouais. C'est bon là? Ouais. Je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas abordé le sujet du nucléaire. Alors, je sais que c'est un sujet polémique. Marc l'a exposé un peu au départ. Là, ah bah oui, je pense que là, c'est bon. Il y a quelques désaccords en Europe à ce sujet-là. Alors, il y a deux aspects qui m'intéresseraient, c'est de savoir s'il y a une politique européenne. Finalement, on arrive à, donc c'est plus à Dario que je m'adresse à ce sujet-là. Donc, si au niveau européen, on arrive à trouver un terrain d'entente sur le sujet. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on a un soupçon d'idée de quand la fusion permettrait éventuellement d'arriver à quelque chose, ou est-ce que c'est encore de l'utopie? Après, bien évidemment, je laisse le sujet répondre aussi à mes collègues. En fait, la deuxième question, non, on n'a pas la fusion, c'est dans le cercle de l'énergie, la fusion, c'est toujours dans 30 ans. Et ça, on l'entend depuis les années 50.
Oui, oui. Donc, et même, c'est ce que vous avez lu dans la presse, c'était très bien tourné d'un point de vue de la communication, mais ils ont oublié de calculer l'énergie nécessaire. C'est parce qu'ils ont calculé l'énergie du moment de l'entrée dans le système qui a balancé avec l'énergie produite. Ils ont oublié de dire que toute l'énergie utilisée avant l'entrée dans le système. Donc, en réalité, non, on est loin. Je pense qu'il n'a pas vraiment une idée. Il y a des startups aux États-Unis qui travaillent là-dessus et disent dans 25-30 ans, mais c'est un peu ce qu'on dit. Donc, effectivement, je pense qu'on n'a pas vraiment une idée claire de quand et à quelles conditions la fusion nucléaire va être une technologie vraiment, comment dire, euh, potentiellement utilisable dans la transition énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas un consensus là-dessus. Sur le premier point, comme on n'a même pas encore moins de consensus sur le nucléaire, sur la fission nucléaire, surtout parce que c'est une question éminemment politique. Même si la situation géopolitique et c'est ce qu'on a vécu ces derniers 12 mois, 12-18 mois, est en train de faire changer un peu la perspective sur le nucléaire. Vous savez, le Japon a changé, l'Allemagne pas tellement, encore pour le moment, mais peut-être demain. C'est une question éminemment politique, hein, je veux dire, parce que après, c'est un sujet, le nucléaire, qui excite beaucoup, qui crée beaucoup d'émotions, quand ça doit être en fait un débat scientifique sur la base des données, mais ça excite beaucoup les idéologies et les émotions et ça rend les discussions très compliquées de ce point de vue. Nous, aux Nations Unies, nous, on était, c'est ce qu'on dit, technology agnostic. Donc, on a un point de vue de technologie. Le nucléaire a un rôle dans les pays où il est accepté politiquement. Il est bien évidemment, il joue un rôle très, très important. Ça permet à la France d'avoir une énergie décarbonée, mais en même temps, ça a fait si que la France est en retard par rapport au développement des énergies renouvelables, justement parce qu'il y a une énergie à bas prix décarbonée. Donc, c'est un peu, comme toujours, c'est un peu. Florent. Du nucléaire et qui fait quand même que ça a du mal à faire le consensus, et même en France on éternue, c'est que c'est une des rares énergies décarbonées dont le prix ces dernières années n'a cessé d'augmenter à la production. Parce que les niveaux d'exigence post-Fukushima a augmenté et le niveau de le traitement le decommissioning n'était pas pris en compte dans les coûts des calculs. Et donc les centrales sont devenues plus chères à décommissionner. Et donc le prix est passé d'un nucléaire dont on nous disait qu'il était à une dizaine d'euros en marginal à quelque chose où on nous dit que finalement ça coûte presque 100 euros du mégawattheure et peut-être même plus, peut-être 150. Donc, ça suit une mauvaise pente. Et techniquement, aujourd'hui, comme la sécurité prend le pas sur le risque zéro, puisque le risque nucléaire n'est pas accepté, finalement, on va dans le sens d'en mettre toujours plus. Donc, en fait, on est quand même en train de mettre, qu'on le veuille ou non, un cercueil, les pieds dans du plomb et le couler au fond de la mer. Lentement, mais sûrement, sous l'argument sécuritaire, c'est une technologie sur laquelle on est en train de la tuer parce qu'on est en train de mettre des exigences nettement supérieures aux autres énergies par rapport au charbon. Alors, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que ça l'est pas? J'en sais rien. Mais en tous les cas, on n'accepte pas le risque nucléaire qui est pourtant beaucoup moins dangereux. Il y a beaucoup moins de morts qu'il y en a dans le pétrole, dans le charbon et dans toutes les énergies qu'on utilise depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on ne l'accepte pas. Donc c'est quand même, il y a quand même une forte chance que ce soit une énergie qui décroisse dans le mix, malgré tout ce qu'on en dit, à cause de ça. Donc peut-être pour suivre ton consensus politique sur le nucléaire, non, je vois mal, parce après que les réacteurs allemands sont débranchés, voilà, je les vois mal économiquement aussi d'en construire d'autres. Mais ceci dit, il y aura un consensus sur la fusion, parce que là, niveau recherche, ils sont tous encore dans le même bateau. Donc là encore, la Commission européenne poussant le nucléaire, ils n'ont pas le droit par les traités. Donc, le Energy Mix, c'est en dehors des compétences européennes. Donc, probablement, il y aura pas vraiment une politique européenne unique sur le nucléaire. Justement, juridiquement, c'est exclu, en fait. Ceci dit, probablement, ce qu'on va voir avec les Pays-Bas qui entrent dans le nucléaire, avec la Pologne qui entre dans le nucléaire, c'est probablement une coopération avec des différentes expériences. Parce que la décommission des réacteurs, etc., en Allemagne, c'est beaucoup plus avancé par rapport à des autres pays. Donc, probablement, il y aura des conclusions à tirer.
des fautes, mais aussi peut-être des réussites. Aussi d'ailleurs, en Allemagne de l'Est, où il y avait, dans l'ex-RDA, il y avait de minage de l'uranium. Donc, ils ont reconverti en fait tout ça qui était contaminé, etc. Donc, il y a tout un savoir-faire comment rétablir paysage, etc. Décontaminer. Donc, voilà probablement un consensus politique ou des options économiques aussi seront vraiment une coopération sur tous les aspects-là du nucléaire. Mais consensus politique. Mais clairement, c'est l'histoire de la sécurité. Dans toutes les industries, normalement, on utilise un critère en disant il faut que ça tienne 10-9 par heure de fonctionnement, le risque d'incident grave, etc. Dans le nucléaire, le fonctionnement aujourd'hui de la SN, c'est dès qu'il y a un risque, il faut l'éliminer. Donc en fait, et le fonctionnement en général. Donc c'est quand même ça qui va dans le sens aujourd'hui du risque absolument d'attendant vers zéro et qui fait des coûts à l'infini. Et donc c'est quand même la question, c'est il faudra qu'on accepte que le nucléaire d'avoir un accident. Voilà, tout à fait, je suis d'accord avec toi et je pense peut-être que la technologie de Small Modular Reactors, que c'est quand même à taille beaucoup plus réduite, puisse porter les mentalités à accepter un risque qui existe toujours, mais qu'ils puissent développer ces technologies. Mais bon, donc ça pourrait être un espoir pour la technologie de la fission nucléaire. Oui, monsieur. Moi, j'ai une réflexion et une question sur le sujet du stockage. Alors, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment un sujet clé actuellement et qui va le devenir encore plus dans les prochaines années avec le développement des énergies renouvelables. Donc oui, peut-être plus pour vous, M. Visconti. Et faire un parallèle avec le sujet géopolitique dont on parlait tout à l'heure et ces problématiques de souveraineté, mais également les problématiques d'impact environnementaux des différentes technologies qui permettent de stocker l'énergie. Est-ce que ces questions de souveraineté, d'impact environnemental, c'est des choses dont vous parlez également avec vos clients, qui sont des vraies problématiques également pour eux, au-delà de la capacité de stockage, etc. Est-ce que c'est des choses qui entrent en jeu? Bien évidemment, Ouais. aujourd'hui, la réglementation impose que tout le stockage qui est utilisé par les clients soit retraité en fin de vie. Donc, les intégrateurs, c'est-à-dire les installateurs de systèmes de stockage ont l'obligation de récupérer les cellules et ont déjà, eux, des contrats avec des sociétés de retraitement de déchets spécialisées dans les batteries lithium en particulier, c'est de ce qu'on parle, et qui sont en train de mettre en place toute la filière pour pouvoir retraiter tous les composants, les composants qui sont rares, qui posent des problèmes de souveraineté, comme vous dites, parce qu'ils viennent, peut-être qu'ils viennent de pays qui sont stables, où on utilise de la main-d'œuvre d'enfants et qui éthiquement, il faut bannir. Donc, en effet, il y a déjà des règles qui imposent qui proscrit ce type d'utilisation de produits d'origine douteuse. Mais en tout cas, il y a toute une filière qui est en train de se mettre en place, comme c'était le cas pour le photovoltaïque et pour d'autres technologies, qui prend du temps, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple retraiter, par exemple, les batteries plomb, parce que c'est beaucoup plus simple et c'est plus facile, alors que le lithium, pour récupérer le cobalt, le nickel ou d'autres produits qui sont dangereux et qui sont rares, qui sont qui viennent de pays à risque, sont en train de se mettre en place. Mais sinon, la technologie évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive aussi à... Il y a des études, il y a des projets de nouvelles batteries qui utiliseraient moins ce type de produits, qui seraient un peu, entre guillemets, un peu plus vertes, dans le sens qu'elles seraient moins polluantes si, au moment du retraitement, on n'arrive pas vraiment à tout récupérer. Et qui, notamment, je pense à de nouveaux types de batteries, c'est les LFP, lithium-fer phosphate, qui remplacent les NMC, donc nickel, manganèse et cobalt, qui étaient très polluantes et qui font appel en fait à des sources de pays où la gouvernance pose la sécurité. Je voudrais ajouter une précision concernant les batteries. Il y a beaucoup de cercles vertueux qui se mettent en place aujourd'hui. Nous, on va commercialiser dès le mois de juin des batteries pour les maisons stationnaires qui sont issues du recyclage de batteries pour l'automobile. Des batteries d'automobile qui sont en fin de vie. On change quelques cellules, mais comme l'énergie stationnaire dans les maisons a moins de contraintes de charge et de décharge, on les garantit 20 ans, alors que ce sont des batteries qui viennent des automobiles. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer à ce niveau-là.
Monsieur. Oui, on a parlé tout à l'heure de l'énergie nucléaire avec beaucoup de retenue, enfin, de manière pas très positive, si je puis dire. On a l'air de focaliser essentiellement sur les énergies renouvelables, le voltaïque et l'éolien. Mais ceci dit, quand on met des énergies alternatives comme ça, enfin, il faut les adosser à des énergies permanentes comme le nucléaire, l'hydraulique, etc., etc. Donc, est-ce que on ne devrait pas avoir un seul débat, c'est-à-dire on parle du nucléaire et par exemple, du renouvelable en même temps, plutôt que d'opposer ces technologies qui ne sont pas dissociables finalement? Ouais, alors, moi, je suis français, je suis pour la souveraineté française. Je pense que le parc nucléaire français installé était un outil extraordinaire pour la France. Et tout le monde sait que c'est durant la journée qu'on consomme de l'électricité dans l'industrie, en tout cas. C'est pour ça qu'il y a un tarif de nuit, parce que l'électricité, la plupart du temps en Europe, la nuit, ça ne sert pas à grand-chose, hein. D'ailleurs, il faut refroidir les centrales nucléaires la nuit. Si on installe énormément de panneaux solaires sur les toits des Français pour chauffer leur eau chaude, c'est autant d'énergie nucléaire qu'on a à vendre à des pays qui sont davantage carbonés. Donc, moi, je ne suis pas du tout en opposition au nucléaire installé. Ce qu'on peut dire sur le nucléaire, c'est que pour construire une centrale nucléaire, si on regarde ce qu'on a fait avec le PR en Finlande, ça prend au moins 10 ans. Donc là, même si on était tous d'accord pour construire du nucléaire, il nous faut aussi d'autres énergies. Donc c'est vraiment dans le mix et d'ouvrir les pensées à quelque chose qui devient beaucoup plus démocratique, beaucoup plus décentralisé. On ne peut plus attendre que l'électricité vienne que d'en haut. Aujourd'hui, il faut qu'on hybride les systèmes. Il y aura des centrales et il y aura des systèmes décentralisés qu'on doit faire vivre ensemble. Et ça, c'est le renouvellement du réseau. En Belgique, il y a un gros problème avec le réseau. En France, heureusement, pas encore. Mais c'est une volonté politique. C'est aussi une démocratisation dans les esprits. On ne peut plus opposer le nucléaire et les ENR. C'est plus possible. Et c'est pas le débat d'aujourd'hui, d'ailleurs. Non, on n'est pas négatif, on explique juste ce qui se passe aujourd'hui, qui est une non-acceptation sociétale du nucléaire, même en France, hein, le débat sur Fessenheim, etc. Et une filière qui a été désinvestie pendant des années, sur laquelle on a plutôt démonté la filière nucléaire que construit, et qui aujourd'hui est un peu dans une impasse économique. Parce qu'on le veuille ou non, même le grand programme gouvernemental de relancement nucléaire ne résout pas l'équation économique qui aujourd'hui est un peu dans une impasse. Donc il y a quand même, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une volumétrie suffisante d'investissement dans le monde et une clarté suffisante de roadmap technologique pour que le nucléaire fasse partie du mix long terme mondial de façon significative. Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait que 5% et c'est plutôt en réduction. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un avenir, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour le nucléaire. C'est compliqué pour toutes les raisons qu'on dit et c'est la raison pour laquelle la France ne décide pas facilement à lancer son prochain EPR et a mis autant de difficultés à le construire, etc. Enfin, il y a tout un chose. Et dernière chose, la disponibilité des centrales cet hiver était catastrophique, 50%. Non pas parce qu'on l'a fait exprès, mais parce que le parc actuel est en bout de course. C'est la réalité, avec un nombre de problèmes techno de maintenance qui s'accumulent d'année en année et qui est un peu un ballooning effect de plus en plus gros. Ça a commencé par le problème des alternateurs il y a 15 ans, puis pour le projet grand carénage, puis là c'est les problèmes de soudure. En fait, on a un parc qui est en bout de course, on veut pas le voir. Et pour ça, il faut relancer les constructions de nouvelles centrales pour remplacer ce parc, et ça ne se fait pas. Donc il y a quand même une équation qui aujourd'hui ne sent pas bon pour le nucléaire, par absence de décision politique. Après, on ne dit pas si c'est une bonne ou mauvaise solution, mais la réalité, elle est qu'on a un parc vieillissant dont on prolonge la vie des centrales qui n'est pas infinie, avec des faiblesses matériaux qui se font voir, et que tant qu'il n'y a pas de décision d'investissement, de renouvellement, ça va être de plus en plus compliqué. À la place, c'est du gaz. Hein. Je suis désolé. Alors, on a encore une table, donc Oui, pour oui, allez. une dernière question. On a la table économique financière et on doit libérer, je pense, à 18h. Non, si on veut aborder ce sujet, peut-être on abordera pendant le cocktail, peut-être plus tard, le sujet nucléaire, que ça passionne beaucoup en France. Je peux vous dire que la Chine, quand même, construit énormément de centrales nucléaires. Hein. Ils n'ont pas de débat comme en France. La table économique, s'il vous plaît. Ni de débat en général, c'est vrai.
Merci à nos intervenants. Pierre-Noël, Pierluigi, merci. Donc voilà, pour la table économique, j'ai le plaisir d'accueillir finalement 2 femmes sur le podium. Donc Nathalie Barre, pour la mixité, voilà. Pour l'expertise en fait. Donc Nathalie Barre, Truckwem, directrice finance de la groupe Covea, et Myrène Isassi, fondatrice et CEO de Garbi Club. Donc voilà, économie. Donc justement pour lancer la table économie-finance, peut-être quelques chiffres. Donc comme on a évoqué pendant toute la journée, enfin les conséquences économiques financières seront assez grandes. Justement, la Commission européenne projette qu'il faut 260 millions d'euros d'investissement pour atteindre les objectifs climat 2030. Et dans leur plan d'investissement du pacte vert, ils prévoient une mobilisation de 1 000 milliards d'euros justement pour cette transition. Donc, tous ces chiffres-là sont en fait assez souvent aussi, les chiffres d'investissement sont assez souvent présentés comme des coûts supplémentaires pour l'industrie, mais ça ne tient pas compte en fait qu'il y a des coûts de changement climatique, des impacts, des risques. Donc voilà, c'est, je crois, le moment de commencer à parler un peu comment concevoir les coûts du changement climatique. Nathalie, je m'adresse à toi parce que je sais qu'OVA a publié l'an dernier un livre blanc sur tout à fait les risques. Donc, vraiment la question d'abord, enfin, pourquoi et après, la question avec quels résultats? Oui, alors Covea est leader avec ses 3 marques commerciales MAF, GMF et MMA. Donc, est leader sur le marché français sur l'assurance de biens. Et à ce titre, évidemment, on est impacté par les aléas climatiques puisque, vous l'avez noté, les tempêtes, les inondations, la sécheresse sont des aléas qui reviennent de plus en plus fréquemment et qui coûtent extrêmement cher aux assureurs. Donc, on est concerné, comme tous les assureurs, sur nos bilans, que ce soit au passif, donc par rapport au coût que ça peut représenter, mais également à l'actif, puisque maintenant, on regarde dans nos politiques d'investissement des critères d'investissement responsables. Et évidemment, pour être cohérent, on ne peut pas financer des entreprises qui vont par là même entraîner des risques de passifs pour les assureurs. Donc, on est concerné à ces 2 titres. On est aussi concerné dans nos politiques, puisqu'on va tarifer nos risques différemment selon qu'ils sont exposés à des risques d'aléas climatiques. On va sélectionner nos risques différemment. On va surveiller nos risques différemment et on va évidemment mettre en place des actions de prévention des risques. Donc, OVA a effectivement écrit un livre blanc sur les conséquences climatiques sur la sinistralité en assurance et a créé depuis quelques années un pôle risque majeur qui est composé d'une équipe pluridisciplinaire, donc de climatologues, météorologues, data scientists, actuaires. Et en fait, cette équipe s'appuie sur des scénarios du GIEC et essaye de transformer des aléas climatiques en charge de sinistralité pour savoir combien cela peut coûter aux assureurs. Niveau résultat? Alors, au niveau des résultats, bon, les principaux messages de ce livre blanc, et je pense que ça surprendra personne, c'est que même si le réchauffement est limité, les aléas vont être de plus en plus extrêmes, donc avec des sécheresses de plus en plus sévères ou des inondations de plus en plus brutales. Donc, pour vous donner quelques chiffres, en 30 ans, la charge des événements naturels pour les assureurs a triplé et ce constat a été fait début 2022. Et si vous lisez les communiqués de presse sur les résultats 2022 des assureurs qui viennent de sortir, vous noterez que les événements climatiques de 2022 ont affecté tous les résultats des assureurs sur l'exercice. Donc, pour vous rappeler, parce qu'effectivement, on l'a dit, la mémoire, enfin, on oublie finalement assez vite, mais pour vous rappeler l'année 2022, en février, c'était Eunice et Franklin qui se sont abattus sur tout le nord de la France. De fin mai à début juillet, on l'a peut-être oublié, mais il y a eu 4 épisodes orageux avec grêle qui ont frappé l'ensemble du territoire avec des dégâts monstrueux, à la fois sur les autos et sur les habitations. En août, on a eu des orages avec vent violent en Corse. Avec des morts d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu des tornades de forte intensité, donc à l'automne, dans le Pas-de-Calais, qui ont causé des dégâts très importants.
Donc, France Assureur, qui est notre organisme professionnel, estime que la charge moyenne des événements climatiques est passée de 1 milliard d'euros dans les années 80 à 3,5 milliards d'euros en moyenne par an depuis 2016. Et pour 2022, la charge a été estimée à 10 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est assez monstrueux et ça s'accélère. Ça s'accélère tant en fréquence qu'en montant. Pour la sécheresse, qui est un risque aussi important pour les assureurs, l'été 2022 a été le plus chaud observé par Météo France depuis au moins 1900. Après 2003 et avec un écart de 2,3 degrés Celsius par rapport à la moyenne. Pourtant, même avec ce constat partagé et répété, et on l'a dit, on constate une certaine inertie pour agir et finalement un certain aveuglement parce que la prise de conscience est évidemment douloureuse et le temps nous est sans doute compté. Donc après juste 2022, si on regarde une période un peu plus longue, et c'est ce que cherche à faire le risque, enfin le pôle risque majeur de Covea par la modélisation des risques. Donc, ils travaillent avec des projections d'impact, comme je l'ai dit, à partir des scénarios du GIEC. Ils prennent également en compte les évolutions démographiques et également le déplacement des populations. Et ensuite, à partir de ces scénarios, ils regardent nos expositions aux risques, que ce soit en auto ou en habitation, et ils les chiffrent. Donc, en fait, on a chiffré 4 événements, la tempête, l'inondation, la sécheresse et la grêle. Et donc, pour revenir aux résultats, sur les inondations à horizon 2050, donc les constats, c'est qu'elles seront plus fréquentes sur l'ensemble du territoire français. Donc, l'étude se situe en France métropolitaine, hein, j'ai oublié de le préciser. Donc, inondations plus fréquentes en raison d'une évolution du régime des précipitations. Donc, on aura plus de précipitations sur les 2/3 nord du territoire en moyenne annuelle, des précipitations plus rares mais plus intenses dans le grand quart sud-est et avec des événements de crues torrentielles plus nombreuses, plus intenses et ainsi que des crues débordantes. On estime environ une hausse de 50% des inondations à horizon 2050 et une hausse de leur coût de 110%, puisqu'il y a un effet levier sur l'inondation, puisque les sols, à partir d'un certain seuil, ne peuvent plus absorber la pluie. Et donc, c'est pour ça que le coût n'est pas proportionnel à la fréquence des inondations. Sur les sécheresses, et bon, on l'a constaté, hein, ça on l'a bien en tête, elles devraient se renforcer et conduire à une hausse de la charge de sinistre de l'ordre de 60%. Alors les assureurs, on est concernés par la sécheresse pour les fissurations des maisons, donc c'est plutôt un phénomène de retrait-gonflement des sols argileux qui cause les sinistres sécheresses, qui sont couverts, comme vous le savez sans doute, par le régime des catastrophes naturelles, mais qui sont évidemment insuffisamment couverts et qui se multiplient. Au niveau de la grêle, on l'a vu en 2022, les orages de grêle devraient connaître une augmentation importante d'environ 40% d'ici 2050 et toucher des secteurs actuellement épargnés. La moitié nord de la France connaîtra la plus forte augmentation du nombre de chutes de grêle. Donc, c'est 40% d'augmentation d'événements de grêle. Et sur les tempêtes, pour le coup, c'est la seule bonne nouvelle, si tant est que ça en soit une. Les modèles concluent à une non-évolution, mais ça ne veut pas dire qu'on aura moins de tempêtes, simplement on n'en aura pas davantage qu'aujourd'hui, donc d'ici 2050. Donc voilà, donc globalement, sur ces 4 événements, on peut dire que la sinistralité pour l'assureur va augmenter d'environ 60% en relation avec la fréquence et l'amplitude des événements. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'est un peu comme la table géopolitique, c'est peu rassurant. Et donc, j'imagine que ça pose déjà un niveau assureur, ça pose un très, très grand problème, comment travailler avec ça. J'imagine pour les États, pour la politique, enfin, le premier réflexe en entendant ce chiffre-là, c'est de mettre en place des instruments pour internaliser, donc, taxe carbone, emission trading, donc tout cela, enfin tous les instruments économiques qui ont bien sûr aussi un impact économique sur l'inflation, mais aussi sur la compétitivité. Donc Florent, si tu peux élargir un peu là-dessus les impacts.
C'est un petit peu le sujet qu'on a touché du doigt cette année, un peu sans le faire exprès. L'inflation, on l'a vu dans les coûts d'énergie et qui a eu des effets boule de neige dans plein d'effets d'économie et qu'on n'avait pas anticipé. Et effectivement, le problème, il a été très bien posé sur le problème géopolitique et sur la présentation du film. C'est les couches de population qui vont être touchées par ça sont pas forcément, enfin, parce que quand on parle de transition énergétique, effectivement, et de ce qu'on peut financer, il y a une partie de la population qui peut se le payer et finalement s'en rendra même pas compte si même si sa facture d'électricité est double, ça va pas le ruiner. Et puis il y a une partie de la population qui n'y arrivera plus. Et ce qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui comme modèle, et c'est pour ça que tout le problème du financement, il marche pas si bien que ça. L'Allemagne, par exemple, pour mémoire, l'Allemagne a financé une partie de ses investissements renouvelables en augmentant significativement sa facture d'électricité pour les particuliers. Dans une Allemagne qui était riche, qui avait un taux de chômage très bas, qui avait une classe moyenne qui pouvait le payer, et finalement qui n'a pas eu d'impact économique si fort que ça, enfin en tout cas divérable par une partie de la population. Dans le contexte actuel, dans lequel, à la fois aux États-Unis, mais à la fois en Europe, la partie basse de la population est plutôt plus laminée qu'il y a 10 ans, finalement, le faire porter le poids de la transition par ces populations-là, c'est un peu la fameuse histoire des gilets jaunes, des 10 centimes d'essence de taxe CO2 qui ont mis le feu aux poudres. Il y a une limite qu'on ne saura pas passer. Et donc, là où le modèle économique, pour moi, n'est pas clair, effectivement, il y a des coûts d'assurance qui vont augmenter, effectivement, mais la question c'est comment on va qui on va le faire payer et comment on va le payer et comment on va s'assurer qu'on ne crée pas non plus des exodes économiques à cause de ça. L'Europe et la France est bien placée pour le voir, parce que la France, l'industrie, c'est 9% de son GDP, c'était 20% il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est le pays le moins industriel d'Europe. Donc bientôt, il n'y aura plus d'industrie. Si on pense que c'est juste par la taxation ou par les hausses qu'on va y arriver, finalement, et sans mécanisme de protection, on va tuer nos économies. Donc, pour moi, la question reste valable. Tous les hausses de coûts, tous les risques sont valables. Mais on n'a pas résolu cette question-là, qui est, on parle de taxation CO2, mais on essaye de parler de taxes aux frontières, mais on n'est pas capable de l'appliquer. Donc, on ne sait pas taxer proprement les produits importés et tracer réellement la trace CO2 de ce qu'on importe. On n'a pas le mécanisme. Donc, il y a plein de questions autour de tout ça qui, évidemment, tout le monde sait qu'il faut le financer, mais la question, c'est qu'on n'a pas mis en place le modèle pour ça. Donc, merci pour ajouter. Il y a aussi la question de trouver des solutions, des mécanismes innovatrices pour les marchés carbone qui fonctionnent, mais qui fonctionnent pas assez bien. Donc, c'est ça, je crois, Myrène, où tu as trouvé ton créneau avec Herbiclo. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. D'abord, si vous me le permettez, je vais être fidèle au esprit bilingue du MBA. Je vais m'exprimer en anglais. Parce qu'en plus, il y a une phrase qui est très pertinente. And it's follow the money. Okay, I'm going to, before I just go into the energy and what we are doing, I'm just going to tell you a little story to give you an idea of what we have to do and how creative we have to be, because we are just going round and round in circles and we are missing the elephant in the room from my perspective. A few years ago, I was just doing CEO interim for a public-private enterprise in the north of Spain, which did renewable energies and also did urban waste management. There was a problem with one particular product, how to deal with that problem, what to do with it, and how to bring it back to the circular economy. Because I was new in the sector, I decided to call everyone that it was involved in the production of that particular product, and in different countries. It wasn't obviously in Spain, in France, in Germany, in Austria, in the US, and ask for the methods that they've used to bring that product back to the economy. To my surprise, they didn't know there was a problem with this particular product. They didn't know, and just because I was asking, they were asking me in return, like, what do you propose? So what I did is I just bring a big table ronde with everyone involved. It's like producers, consumers, engineers, and even the raw materials, which was oil,
they came to the table and we started just bouncing ideas of what to do. And everyone wanted to participate, but it cannot touch my cash flow position. Okay, that was the trick. It's like, I want to help, I want to do something, it cannot touch my cash flow position. And it is clear that they have this issue, and it is clear at all levels. I've been there, I had to take decisions, and as a CEO, your fiduciary obligation is to create value for the company. You're not there for moral values. You're not there because you are good or whatever. You're there to create value for your shareholders. And that is the reality of it. So the end of my story is that we created a full chain when going back bartering. I'll give you this product. If you take that, I'll give you this. And we've done a full chain in bartering. That is un pas en arrière. Bartering is not the idea of going forward, but for you to realize that everyone wants to do something, but we are missing the tools. For a CEO to take a decision, it's missing the tools because he's going to be, or he or she is going to be measured on a certain level, which is how much money you make for that company versus what you need to do for the society, what you need to do for sustainability, etc. So now I'll come back to our energy and looking a little bit of the investments that we do in renewable energy, which is growing and is not negligible, okay? But it is dwarfed by the amount of money that an investment that is directed into oil and gas, despite the evident need to do so and to transition not only to renewables, but I think the interesting part here will be looking at centralized energy versus decentralized ones at many levels. Investment into renewable energy in the last decade, between 2010 and 2019, it was $2.6 trillion, okay, which is a lot of money. However, if we look at the investment into oil and gas, only in 1 year, 2014, it was $2.8 trillion. Okay, so it's clear where the money is going. It was 3.6% of the global GDP. Okay, it's not all black. We are investing less and less into in percentage of GDP. Now it's more or less 1.5% of global GDP going to oil and gas. But money talks, and it's 10% of increasing price in oil and gas reduces to 3% investment in 1 year, and after 2 years consecutive is 5%. Okay, we've seen that between 2020 and 2023, the crude oil price have gone from $41 to $81, so it's nearly 100%. So you can imagine how that translates of where the funds are going. Because even if we want to do differently, and there have been many initiatives of following ESG criteria, etc. However, pension funds, investment banks, they already see that they cannot, they need to, the resources, they need the funds, and they need to give back to their shareholders a certain amount of money. So even if we have those criteria, it's not the criteria that is going to go forward in a sustainable manner. And why is that? When we look again into the energy, it is clear that oil and gas is an industry that is well established over decades. Their costs are low in comparison to other costs, perhaps. But it's also because we are very choosy in the type of costs that we put in. If we take into account all the negative externalities, then maybe it is not so profitable. Okay, but we've decided that somehow when we do, and obviously here there are people who have done the MBA, so we are very quick into looking at positive externalities and bringing them into the balance sheet and everything when we are assessing companies.
However, we just are very selective in forgetting the negative externalities. If we take into account that, we can just balance it a little bit. When the carbon credit markets were created, it was an initiative to start balancing that and putting certain costs there on the table that they weren't taken into account before. It's a very noble cause, and I totally agree that we have to do something about it. However, I believe that the assumptions in which this market was created are faulty. Well, if not faulty, at least they are not considering everything. And it's going to be very simple. First of all, they don't include everyone in the society. The carbon credit market is a market that is a B2B mainly. Okay, or governments, national or supranational entities, or businesses. However, we all contribute and we all suffer the consequences. We are seeing the problems that we have with climate change. We all suffer climate change. We all breathe. We all want to have clear air. Therefore, everyone in society should be able to take part, and especially to all these youngsters that they are having like eco anxieties, etc., and they feel they are not heard, they feel frustrated, and they don't know how to take action, to take positive action. Okay, so the idea that I have is, why are we just leaving the carbon credit markets only in a B2B format? In a B2B format or any market, the prices are either set in an opaque manner because it's fixed. For example, at the moment we have the mandatory carbon market, which is much more expensive in EU than it is like in California, or it is in China, or is in other parts of the world. However, the molecules of the dioxide of carbon is the same everywhere. So there is an issue there. Also, it gives the opportunity for companies to pick and choose. They get a little bit of CO2 here, a little bit of there, a little bit there. So they can reduce the price, the total price that they are paying. So that they have one idea of how to do it. So we just pay less. And the other thing is that the industries that are polluting the most, especially the oil and gas industries or transportation, they are the ones who have the power to set this price. Because if it goes too high, they say, then I don't pay. Okay, so they have their own interest in lowering that price. Also, it's a price at the moment that is so low that it's very easy for them to pass it to their final consumers. And therefore, as a CEO, when they have to take the decision of what to do, they want to keep that cost very low, pass it. And then the incentive to invest more in R&D, maybe in nuclear or in others, or the incentive to change to less polluting production methods is small, because it's cheaper to pay. Okay, so what we have to do is come up with ideas, innovative ideas, to change at least that price, the price of the carbon credit. Garvey Globe has had that idea, in the sense that, okay, we need to open the field to the consumers. So it's an initiative, or no, it's a platform. There is a B2C. So everyone can come and buy their CO2, but buying CO2 is extremely abstract. What are you buying? Are you buying air? So the idea that we have is like, for people to change their habits. It's a very tall demand. So we have to be creative and bring what we need to bring to their own habits. Like, many people, they play games. Many people, they purchase, especially nowadays, they purchase art, digital art. So the idea is, okay, what we're going to we're going to add the CO2 to games. We're going to add CO2 to art. So people that want to play
and they're already playing or they're already buying digital art, they can contribute. And now, who is sequestering this carbon credit? In my perspective, there is another part of the equation that has been well, not totally forgotten, but it definitely doesn't have the attention that it requires, which is the small and medium farmers. If we look to the big farming companies or big farming enterprises, we are looking at half a dozen countries in the world. But the rest of the countries, they operate into the small and medium-sized farming, both in Europe and also in developing countries. So the idea that the Garvey Globe had was exactly that. We're just going to go directly to the small and medium farmers, just incentivize them to produce in a format that can escape the conventional farming, because that's the one that is polluting and is creating more CO2. And going to regenerative practices. By going to regenerative practices, they increase biodiversity, they manage better the water, but it also helps reducing CO2, which is the nature-based carbon credits that we want to bring into the equation. The difference that we do is that it is the customer who decides the price. What we've done is just we brought 1 ton, which means very little. Even to me, to this day, 1 ton of CO2 means really little. But I know that 90 euros is not enough. And I know that $28 is not enough to make the change. But if I do it 1,000 euros per ton, then the cost might just be significant to change. I think Missing one point in your reasoning is, at the end of the day, who's paying is the consumer. The B2B goes to a customer at the end. So if you increase the price of a transaction on a B2B, it goes to the customer. So and the problem is you come back to how you finance the people that cannot pay for it. Okay, so that is exactly the question. Is like, we're just going to give people the possibility to do that, because what I'm doing is adjusting. I'm just adding 1 kilo to each thing. 1 kilo is €1. That's the whole thing. This is the Inditex idea, or the IKEA idea. Just bring it low, bring it to the masses, let everyone participate at a level that they can understand and a level that they can do it. And the idea is not to revolutionize the entire world, but the idea is just to say, let's think differently. We have to be more creative, not only because we need it, but because we are running out of time. If we look at the climate change and the crisis that we're going, which is accelerating in frequency and accelerating in the intensity, and we can see by the insurance companies how they are already suffering and doing models, financial models, to see how they can pay for that. If we include everyone, we bring the masses on, and what we're trying to do is just to incentivize everyone to participate. Je pense que c'est un bon mot d'ordre parce qu'on est déjà en retard. Donc, je propose peut-être 1-2 questions, mais après, voilà, on doit passer à la synthèse. Messieurs, s'il vous plaît. Un commentaire, déjà, je pense effectivement que pour payer la transition énergétique, ce sera forcément plutôt, c'est très compliqué. Et il y a effectivement le problème de l'acceptabilité ou l'acceptance sociale de celle-ci, c'est ce que vous disiez, et je suis absolument d'accord avec vous. Alors par rapport à ça, une réflexion comme ça, est-ce que l'idée de TVA climatique, est-ce que ça peut être une idée? On avait parlé à un moment donné de la TVA sociale. Est-ce que, alors ce serait d'autant plus facile à construire au niveau de l'Europe, parce qu'on a un système unifié en matière de TVA. Est-ce que c'est pas, alors bien évidemment, une partie de la réponse?
Alors, pour financer évidemment la transition énergétique. Je dis bien une partie parce que de toute façon, la solution est les solutions sont, enfin, la résolution de ce problème est protéiforme. Ok, merci. Deuxième question ou tout le monde contente? Je crois monsieur là-bas. Oui, et après on va clôturer. Alors, moi, ma question, c'est pour Nathalie. Ce que je comprends, c'est que les aléas qu'il y avait auparavant, qui étaient un peu pas très clairs, deviennent de plus en plus certains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, avec ce que tu nous as dit, que les risques soient plus remboursés? C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, les assureurs disent bah, c'est plus un risque, c'est plus un aléa, c'est une certitude, donc je ne rembourse plus, puisque moi, je suis assureur et je rembourse le risque, mais je ne rembourse pas les certitudes. Si je peux me permettre des réponses courtes, si c'est possible. Alors oui, Nathalie, alors une réponse courte, oui, le principe de l'assurance, c'est de mutualiser les risques. Et s'il n'y a plus d'aléas, il n'y a plus de mutualisation, donc il n'y a plus d'assurance. Donc en fait, effectivement, Renault, à l'extrême, on n'assurera plus les risques qui deviendront non assurables car par définition non aléatoires. On l'a vu avec la crise sanitaire, hein, il y a eu tout le débat. Est-ce que les fermetures de magasins liées au confinement, il y a des affaires qui sont devant les tribunaux. Est-ce qu'il y avait un aléa ou est-ce que c'était une certitude puisque c'était une décision administrative? Alors, juste une note peut-être de positive, les assureurs vont quand même voir leur métier évoluer, puisque quand même, s'il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de métier d'assureur, et donc on disparaît aussi. Et donc, évidemment, on va faire beaucoup de prévention des risques, hein, et on est en train déjà d'expérimenter soit des portes pour des maisons qui sont en zone inondable, soit également du traitement d'argile pour les retraits-gonflements des sols argileux pour éviter les fissurations des maisons. Donc, en fait, le métier de l'assurance va se mettre en amont du risque pour le prévenir et non plus pour l'indemniser, ou en tout cas pour limiter le coût de l'indemnisation. Sur la question de la TVA climatique, je ne pense pas qu'il soit la réponse adéquate, car au tout au cas, une TVA généralisée, parce qu'une TVA généralisée va justement impacter de façon plus négative les couches de population les plus délicates, disons, les plus fragiles, qui consomment aussi, dont le taux de consommation est supérieur et plus haut par rapport à leurs revenus, et donc sans avoir un impact direct sur le mode de consommation. Donc, au contraire, une TVA climatique, pas une TVA climatique, mais un prix de carbone inclus dans les prix, dans les produits plus polluants, ça va engendrer des changements de consommation, des changements productifs, ça va engendrer des efficacités énergétiques dans dans les processus industriels, qui va amener à une consommation énergétique inférieure, donc une pollution moindre. Mais c'est différent, c'est pas une TVA énergétique climatique, c'est un prix du carbone. Moi, je pense que la réponse, il y a deux exemples. On a eu tout à l'heure l'exemple du panneau solaire qui était une grande révolution effectivement technologique avec une courbe très décroissante de coûts qui l'a amené dans le accessible dans le champ des technos. Le deuxième exemple qu'on a vu récemment, c'est sur les véhicules électriques qui sont passés de inutilisables à commencent à être utilisables et être un peu moins subventionnés. La réponse pour moi, elle est quand même dans ces courbes de convergence de coûts qui sont quasiment toujours les mêmes sur toutes les dimensions industrielles, qu'on le veuille ou non. Quand il y a suffisamment de taille, d'effet d'échelle, on arrive à rendre un produit économique et donc rendre une solution qui était sale autrefois, une solution propre. Donc le panneau solaire, c'est venu remplacer une partie des énergies carbonées, pas assez pour inverser la tendance, mais et la réponse pour moi, elle est plus justement dans l'orientation du flux d'investissement. C'est pour ça que je pense que je reste persuadé que le mouvement des Américains est bon sur l'ARE. C'est-à-dire quand tu commences à y avoir une direction d'un flux d'investissement cohérente sur plusieurs années, un terrain d'investissement qui permet du coup aux capitaux privés d'aller relativement safe dans une direction d'investissement, on a ces effets d'échelle qui se font et on rend des technologies qui ne sont pas aujourd'hui viables économiquement, qui deviennent affordable. Et je ne pense pas que la taxation soit la bonne réponse parce que elle n'a pas montré son efficacité ces derniers temps. One last comment on that. When we talk about taxation,
that's something that has a very negative impact politically, and also has this sense of obligation across the board. If you have read the book of 1984, where the entire society was controlled and they have these machines to control everyone, we thought, oh, that's just horrible. How are we going to let anyone do that to us? Now we are doing it voluntarily. We all have our mobiles, so we are very well controlled. But the difference is it's obligation versus voluntary. If we do things on a voluntary basis and we give people the choice to do that at the level they can, it's much easier to pass the bill than going with the taxes. Taxation has a very negative connotation in many countries, and as you said, it might be a problem or a solution for a certain amount of countries that can afford it, but yeah, the consensus won't be that global. Ok, il y a encore une chose pour la discussion quand même. Je vais, avec regard sur la montre, je vais clôturer cette table ronde-là pour passer la parole à Mir Sakar pour faire une synthèse de cette journée-là. Mir, je suis assez curieux en fait, comment trouver une synthèse de tout ce qu'on a discuté. Mais voilà, à vous de développer. Merci beaucoup à tous les panélistes pour ces échanges très riches et je crois que vous avez bien illustré, éclairé les différentes perspectives, que ce soit les interactions entre la géopolitique, les aspects économiques, financiers et la technologie. Et donc je vais essayer, j'ai pris des notes comme on était sur les bancs du lycée pour essayer de résumer en quelques minutes les échanges et apporter peut-être une ligne directrice sur tout ça. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a une sorte de consensus sur le diagnostic. Il y a les rapports du GIEC, il y a les observations personnelles de chacun, il y a les prises de position de l'Union européenne, que ce soit les objectifs net zéro 2050, les Nations Unies aussi avec les objectifs de développement durable, etc. Et on est d'accord apparemment sur que les actions entreprises sont pas suffisantes, ont des résultats mitigés. Les COP n'ont pas eu les résultats escomptés. Mais elles ont réussi à faire vivre le débat. Les collaborations entre pays sont compliquées. Il y a encore beaucoup de frictions. Le temps de la diplomatie, on n'est pas forcément d'accord sur son utilité, sur son efficacité, mais il est nécessaire. Et donc le deuxième point, après le diagnostic, c'est le contexte. Un contexte qui est compliqué, dynamique, avec des incertitudes liées à la fois à des conflits, que ce soit les guerres, en Ukraine notamment, les tensions avec Taïwan par exemple, et aussi la balance du pouvoir entre les États-Unis, la Chine, etc. On a des phénomènes migratoires qui sont partiellement dus à ces conflits et ces crises, mais aussi dus à des changements climatiques, au changement climatique et à son impact sur la situation économique de certaines populations, sur l'accès aux ressources, sur l'eau aussi. Et donc, on a des populations qui ont des besoins qui sont croissants ou différents selon les régions, avec le passé aussi. Maintenant, comme on l'a dit, la relation par rapport à la guerre est différente, et aussi les besoins primaires pour se nourrir, le confort matériel de certaines populations varient en fonction des régions, du statut économique, etc. Et donc, en partant de ce contexte, on a des scénarios qui sont différents aujourd'hui et sur lesquels on a des incertitudes. Donc, on a parlé des scénarios noirs, scénario rose, le scénario vert qui est un peu plus optimiste aussi. Mais tout ça, c'est basé sur des systèmes dynamiques complexes où on n'a pas encore les équations mathématiques pour les modéliser et surtout modéliser les interactions entre la technologie, les besoins en ressources pour arriver à développer ces technologies et les impacts économiques que ça peut avoir de déployer ces technologies. Et donc, à partir de ces observations, on a des solutions et ça, c'est peut-être l'aspect positif. C'est un contexte difficile, incertain, mais on a des solutions qui sont à la fois technologiques, des solutions qui sont sociétales, qui incluent du changement de comportement, et puis des solutions avec des outillages aussi économiques, financiers, etc. Donc, il y a la production d'énergie. On a parlé de renouvelables, de nucléaire, d'hydrogène, d'e-fuels. On a tout ce qui est autour du stockage de l'énergie avec les batteries, avec les barrages. On a parlé d'efficacité énergétique et de réduction de consommation à la fois individuelle et industrielle.
On a parlé de décarbonation, de capture de CO2, mais il faut inventer ces solutions, il faut les produire et il faut surtout les utiliser et d'avoir des incentives pour pouvoir implémenter ces solutions à travers des mécanismes qui incluent un retour sur investissement qui soit pérenne. Et donc, il y a une phrase qui est There's no magic bullet. Il faut une multitude de solutions et donc à la fois individuelles, à la fois au niveau industriel, privé, public et au niveau local comme au niveau global. Donc, est-ce qu'on passera par une phase de déconstruction ou de destruction ou de disruption ou est-ce qu'on se basera sur les fondations qui existent aujourd'hui? C'est une question qui reste à voir pour tout ce qui est phase de reconstruction, phase d'innovation, etc. Donc, beaucoup de choses encore sur la feuille de route. Il faudra mettre en place une gouvernance qui soit à la fois locale et une gouvernance globale avec un partenariat privé-public. Et pour réussir la transition énergétique, je crois qu'on n'est pas forcément tous d'accord sur les actions à prendre, mais on peut être d'accord sur not doing something is not an option. Alors, merci à tous pour tous ces débats. On a maintenant un petit cocktail pour conclure la discussion et pour pouvoir poursuivre les échanges. Je voudrais juste remercier les intervenants qui sont ici et dans le public pour tous ces échanges passionnants. Je voudrais remercier le lycée pour de nous avoir accueillis dans ce lieu magnifique. Et puis les organisateurs de Sciences Po, de MIT et le soutien de Garby Globe également. Merci à tous. De la pièce automobile sur Internet. Et puis aujourd'hui, on a développé une société qui s'appelle Oscaro Power. Je vous donnerai plus de chiffres tout à l'heure,